Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Pour ce 37e épisode, nous allons parler des douleurs plantaires de talons. J'ai en effet eu l'occasion de discuter avec Christophe Broye, qui est kinésithérapeute, formateur, gérant de Kinenco et intervenant dans ce domaine. Ce premier épisode est consacré à la physiopathologie. Nous revenons en détail sur la terminologie, les facteurs de risque, les croyances et mythes attachés à ces douleurs plantaires. J'ai à nouveau appris beaucoup de choses, j'espère qu'il en sera de même pour vous. Je me répète à chaque fois, mais vous pouvez accéder à l'ensemble des épisodes, à des conférences, des cours gratuits sur notre site internet www.gem-k.com dans la rubrique blog. J'ajoute que depuis l'épisode 35, des infographies reprenant les idées fortes de chacun des épisodes est consultable sur nos comptes Instagram et Facebook. Nous les publions une semaine après la publication du podcast. Donc abonnez-vous et ne ratez rien de ces précieuses informations. Allez, je vous laisse sur ces bonnes paroles et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Comme vous le savez, tous les mois on vous propose une rencontre avec un kinésithérapeute ou quelqu'un qui s'occupe de la kinésithérapie. Et aujourd'hui je suis vachement content d'accueillir Christophe Broye. Bonjour Christophe. Salut Mathieu. Tu vas bien ? Très bien et toi, merci. Ouais, super. Donc avant de démarrer, évidemment, je vous rappelle que vous écoutez un podcast sur une chaîne qui est hébergée par un organisme de formation qui s'appelle GMK. Donc ça me fait des liens d'intérêt pour cet organisme puisque je m'en occupe. Et dans ce cadre, on organise différentes formations, dont quelques-unes avec Christophe, ce qui nous fait également un lien d'intérêt tous les deux, mais je pense qu'il l'évoquera juste après. Et donc le thème du jour, c'est de parler de ces douleurs plantaires et de vous permettre d'avoir de nouveaux outils, tant sur l'évaluation, la physiopathologie, le traitement, en espérant qu'à la fin de ces deux épisodes, vous en saurez un petit peu plus et vous serez un peu aidé dans vos pratiques pour ce type de patients et de patientes. Alors, ce que je te propose, Christophe, peut-être, c'est que tu commences à te présenter, ton parcours, comment tu bosses, tes différentes formations, tes liens d'intérêt éventuels. Oui, bien sûr, merci Mathieu. Donc moi je suis kinésithérapeute libéral, je suis kiné depuis 2002. Là au mois de juin je vais fêter les 20 ans de mon diplôme. Je suis diplômé d'une école de kiné en Belgique, donc à Charleroi. J'ai commencé mon parcours par 1 an et demi, 2 ans de travail en salariat en hôpital et en centre de rééduc. Et puis je bosse en libéral dans un cabinet en périphérie de Metz, dans une zone semi-rurale, semi-urbaine. Et puis depuis que je fais du libéral, j'ai fait les grands courants de formation. J'ai fait une formation en kiné du sport, j'ai fait une formation longue en thérapie manuelle neuro-orthopédique. Beaucoup de petites formations de une journée, 2 journées, à droite à gauche sur des thèmes vraiment variés, mais plutôt vraiment ciblés sur la kiné du sport et le musculo-squelettique, la thérapie manuelle. J'ai également fait la méthode Mackenzie et là plus récemment, il y a 2 ans, j'ai fait le DU de méthode en recherche clinique de l'université de Bordeaux. Cette année, je termine le DU Running Trail à Besançon à l'université de Franche-Comté. Et en septembre, je démarre un master STAPS, mesure, modélisation et mouvement humain. Ça, je vais le faire en ligne à l'université de Valenciennes. Donc moi aujourd'hui, j'ai une pratique dans mon cabinet, on va dire exclusivement musculo-squelettique, autour des différents TMS classiques et également une petite partie de kiné du sport et là-dedans principalement des coureurs à pied. Donc voilà un petit peu pour ma pratique kiné. Et puis en parallèle de ça, je suis formateur. Comme tu le disais, je collabore avec une dizaine d'organismes en France, notamment le GMK, et j'interviens dans les formations au niveau des points trigger, du dry needling, et une nouvelle formation autour de la rééducation de ces douleurs plantaires de talons. Voilà, comme autre conflit d'intérêt, je suis moi-même cofondateur et co-gérant d'un organisme de formation, Kinenco Formation, qui propose des formations dans la région Grand Est. Après, je tiens juste à préciser que, bien sûr, on déclare ça comme étant des conflits d'intérêts. Moi, j'y vois plus
une collaboration et une coopération entre les organismes. Et ça s'est un petit peu retranscrit dans les rencontres Europhysio pour lesquelles je suis également membre du comité scientifique. Ok, donc tu es très occupé, un petit peu finalement comme beaucoup de kinésithérapeutes passionnés que j'ai la chance de recevoir. Et comme tu le soulignes justement, on fait tous les deux partie de ce groupement Rencontre Europhysio. Et d'ailleurs, on peut faire un mini coup de pub. On a organisé il y a quelques années maintenant un congrès à Lille. Celui de Dijon n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu les soucis de la pandémie que tout le monde connaît. Et donc là, on se projette pour un futur rendez-vous. Et je pense qu'on communiquera cette année dessus. Donc on ne va pas en dire encore trop, mais voilà, on est toujours bien motivés et ça fait plaisir justement de travailler ensemble dans ce contexte d'organisme amis en fait, hein, et je pense on essaie de partager nos expertises, de partager entre guillemets le plaisir qu'on a de rencontrer tous ces gens. Ça fait un petit peu ce que je suis en train de dire, un petit peu comment dirais-je, placement de produit, mais je pense que c'est important de le signaler avant qu'on démarre cette interview. Alors, ok, donc aujourd'hui, nous allons parler de ces fameuses douleurs plantaires. Et ces douleurs plantaires, eh bien, je pense qu'elles nous occupent beaucoup en tant que kinésithérapeute. Moi, que ce soit dans mon quotidien de clinicien ou alors avec les autres kinés que je vois dans le cadre de la formation, eh bien, je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui est évident à traiter. Et peut-être qu'un premier truc qu'on pourrait faire, c'est bien définir de quoi on va parler, parce que je suis sûr que dans douleur plantaire, il y a beaucoup de choses qui sont mises. Et c'est comme d'habitude quand on parle des pathologies, eh bien, on va retrouver tout un mélange de syndromes, de symptômes qui appartiennent ou pas aux douleurs plantaires. Donc, est-ce que tu pourrais nous mettre un petit peu d'ordre tout ça et nous définir, selon toi, ce que c'est qu'une douleur plantaire ? Alors déjà, c'est pas selon moi. Il y a des auteurs qui sont penchés là-dessus. Et en fait, c'est vrai que dans cette région du pied, notamment la partie plantaire, et encore plus spécifiquement dans la partie plutôt postérieure autour du talon, il y a eu beaucoup de terminologies qui ont été utilisées lorsque des gens avaient mal dans cette région. Et déjà, quand on démarre quelque chose avec une terminologie où on ne parle pas tous de la même chose, c'est déjà compliqué de parler examen et de parler de traitement. Donc il y a un auteur, notamment Henrik Riel, qui est un Danois, je crois, qui a beaucoup publié sur la question et qui en fait a proposé de revoir un petit peu la nomenclature, et puis il a proposé ce terme de douleur plantaire de talon. Il l'a proposé dans un éditorial du BJSM en 2018. Et en gros, il se dit, voilà, pour lui et puis pour tout un groupe d'auteurs, c'est le terme le plus approprié pour parler de ces douleurs. Et en gros, une douleur plantaire de talon, c'est un diagnostic qui est posé, on va dire, en dehors de tout signe d'exclusion ou de red flags. Donc en fait, ça reprend tout ce que nous, on a pu voir sous les étiquettes de fasciopathie, d'aponévropathie, de fasciite, d'épine calcanéenne. On parlait de symptômes comme le talon du militaire ou le talon du gendarme. Enfin, je crois que surtout nous en France, on est assez fort là-dedans pour donner pas mal de noms, en gros, pour désigner la même chose. Et ça, c'est intéressant pour deux points, parce que ces auteurs-là ont dit le terme de fasciite, finalement, il n'est pas si approprié que ça, parce que quand on regarde d'un point de vue histologique, quand on fait des biopsies, et quand on regarde ça, ce fascia plantaire en faisant un focus dessus, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de facteurs inflammatoires que ça. Donc déjà, le terme fasciite ou aponévrosite n'était pas adapté. Et la deuxième réflexion, c'est de dire, quand tu parles d'une fasciopathie, littéralement, ça veut dire une pathologie du fascia. Donc en gros, j'ai mal parce que j'ai un problème de fascia. Et je crois qu'il y a une chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que toutes les douleurs plantaires de talon ne sont pas des fasciopathies. Donc en gros, voilà, dire mon patient a une douleur plantaire de talon, ça veut dire qu'il a mal sous le pied, alors au niveau du talon, où ça va être plus un peu en projection de l'arche médiale du pied, mais en gros, il a mal dans cette partie-là, et il n'y a rien de grave. On a fait l'exclusion, les drapeaux rouges, et maintenant c'est à moi de faire mon raisonnement clinique pour savoir quelles choses ou quelles sont là ou les structures qui sont à l'origine de la douleur, et donc vraiment laisser une part entière au raisonnement clinique, au diagnostic différentiel, et avoir un traitement adapté à chaque structure.
D'accord, ça me fait penser un petit peu à ce qui est fait aussi dans d'autres régions du corps. Je pense aux genoux par exemple, où on a tendance plutôt à appeler je sais pas, une douleur antérieure de genou et dedans mettre pas mal de choses. Ou par exemple pour cette hanche, où on va dire syndrome douloureux latéral de hanche, dans lesquels tu vas mettre la bursite, la toniopathie des glutéales, et puis le syndrome de la bandelette ou de l'épaississement de la bandelette, je ne sais plus quelle est la traduction française. À ton avis, pourquoi on veut utiliser un terme englobant d'état ou de syndrome physiopathologique? Je crois que c'était surtout pour clarifier un peu les choses, parce que là, la terminologie étant pas appropriée, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais quand tu dis aux gens, vous avez une épine calcanéenne, en gros, quand les gens cherchent sur Internet ou quoi, on dit j'ai une épine, et en gros, elle est là et c'est irréversible. Donc en fait, le terme par exemple d'épine calcanéenne, c'est pas un diagnostic, c'est une trouvaille à l'imagerie, mais c'est pas un diagnostic. Et je crois que les Anglais sont tout simplement un peu plus pragmatiques que nous. C'est qu'en gros, comme tu disais, tu as mal sur la partie latérale de la hanche, tu as un syndrome douloureux latéral de la hanche ou une douleur antérieure du genou. Ça simplifie les choses à mon sens, et ça nous laisse une place vraiment plus large pour le raisonnement clinique et le diagnostic différentiel. Parce que recevoir quelqu'un à ton cabinet pour une fasciopathie plantaire ou pour un syndrome fémoro-patellaire, en gros, ça te ferme déjà la porte au raisonnement clinique, parce que bien souvent, tu te dis, ça a été fait avant, le diagnostic médical est juste et bien posé, donc c'est un problème de fascia, je vais traiter mon fascia. Et du coup, ça squeeze un petit peu ces étapes qui pour moi sont fondamentales dans l'examen clinique, à savoir le raisonnement et le diagnostic différentiel. Je suis complètement d'accord avec toi, puisque ces termes peuvent laisser la place aux professionnels pour réfléchir et construire un traitement. Maintenant, d'un autre côté, je pense notamment à lombalgie. Parfois, un patient qui vient te voir avec une douleur plantaire et à qui on lui répond vous avez un syndrome de douleur plantaire, c'est un peu comme si on lui disait, qu'on répétait ce qu'il venait de nous dire, et ça lui donne pas de solution. Parfois, j'ai l'impression que les patients, ils ont quand même besoin d'une étiquette diagnostique pour mettre du sens, et peut-être qu'on en parlera après, tu as commencé à l'évoquer, mais il y a tout le spectre biopsychosocial aussi qui tourne autour de ces problématiques. L'épine calcanéenne, on a tous des patients, une fois qu'ils ont vu la radio, c'est très compliqué. Ouais, c'est un peu la problématique, et encore des fois les personnes, tu mets l'étiquette lombalgie, en gros c'est un mot un peu savant pour le patient, et du coup ça y est, il est mis dans une catégorie, mais encore une fois, on peut faire le parallèle vraiment clairement entre la lombalgie et les douleurs plantaires de talon, sur ces trouvailles à l'imagerie. On a maintenant des études qui nous ont montré que des gens qui n'avaient jamais eu mal au dos, en gros, on trouve autant de choses sur un IRM que finalement un lombalgique. Et l'épine calcanéenne, c'est typiquement la même chose. Et on a notamment deux choses qu'on retrouve régulièrement à l'imagerie. C'est l'épaississement du fascia plantaire à l'écho et cette fameuse épine calcanéenne. Donc, pour vraiment faire le point là-dessus, c'est des choses qui sont trouvées à l'imagerie, mais qui ne sont pas associées aux douleurs plantaires de talon. Ça peut coexister, c'est-à-dire des gens qui ont ces douleurs plantaires de talon peuvent avoir une épine et ou un épaississement du fascia plantaire, mais il n'y a pas de corrélation, de lien de cause à effet. Ça, je crois encore une fois, c'est à nous, kinés et puis professionnels de santé, quand un patient va voir un kiné ou un podo, on doit leur expliquer. Si le patient te dit ouais, mais on m'a dit que j'avais juste mal sous le pied, encore une fois je pense que c'est à nous de lui dire voilà, qu'est-ce que vous avez sous le pied, qu'est-ce qui fait mal, quelle est l'origine de la douleur. Je crois que ce travail d'éducation, avant même de passer aux mécaniques, ce travail d'éducation il est indispensable, et je crois que des zones comme effectivement la lombalgie, comme ces douleurs plantaires de talon et d'autres syndromes, toi l'épaule tu connais bien, c'est souvent la même chose. On a vu une inflammation à l'écho, on a vu un tendon un peu abîmé à l'écho, donc le patient il est focalisé là-dessus. Première chose, on démystifie un peu ces trouvailles à l'imagerie, on explique, on réassure le patient. Ça je crois que c'est aussi quelque chose d'assez fondamental, mais par contre c'est vrai qu'il y a parfois un message très nocebo autour de cette imagerie, parce que le patient il vient et te dit j'ai une épine, en plus on m'a dit que c'était une stade 3 ou une stade 4, voilà, donc là voilà, déjà rassurer les gens, leur expliquer, et ça je pense que c'est déjà un très bon point pour le début de la prise en charge. Tu parles d'épine calcanéenne, est-ce que tu peux nous
nous repréciser ce que dit la littérature sur la constitution de ces exostoses? Ouais, alors, je vais être assez franc avec toi. La littérature, elle s'intéresse pas forcément à ces épines calcanéennes, ou en tout cas très peu. Je crois que dans le milieu francophone et peut-être encore plus français, cette épine calcanéenne, elle a pris une trop grande part à un point de devenir un diagnostic. Et je pense qu'il y a plusieurs de tes auditeurs ou auditrices qui ont l'habitude de recevoir des prescriptions sur lesquelles c'est marqué épine calcanéenne. Donc en gros, c'est le diagnostic. Quand tu prends du recul et quand on fait de la recherche bibliographique sur les réseaux comme PubMed ou autres, cette épine calcanéenne, il n'y a pas tant de résultats que ça de recherche dessus. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y intéressent, hormis en termes de prévalence, hormis des études sur des grosses populations pour savoir qui en a, qui en a pas. C'est pas tellement investigué parce qu'en gros, on n'en fait pas grand-chose. Hormis dans des stades extrêmes où on va proposer la chirurgie, parce qu'il faut être franc, hein, le seul traitement de l'épine calcanéenne, c'est la chirurgie, mais dans des très rares cas, globalement moins de 3%. Donc ça reste quand même quelque chose de très faible. Alors la première chose pour répondre à ta question, on s'est déjà posé, la littérature s'est posé une question de savoir pourquoi cette épine calcanéenne se formait. Et la première réponse qui a été formulée, c'est une hypothèse de traction longitudinale. Donc en gros, l'hypothèse était qu'il y ait des contraintes réalisées par le fascia plantaire sous le calcanéum et qu'à force de tirer dessus, il y ait cette petite exostose osseuse qui se crée. Et finalement, ça aurait l'air d'être pas trop ça. Aujourd'hui, l'hypothèse qui tient la route, c'est que cette épine calcanéenne, c'est en fait une réaction de l'os en rapport à une contrainte de compression verticale. Et ça, par contre, c'est plutôt bien corrélé avec deux choses, avec l'indice de masse corporelle et avec le périmètre abdominal. Donc en gros, plus ton périmètre abdominal est important et plus ton indice de masse corporelle augmente, plus tu aurais de chances de développer une épine calcanéenne. Voilà. Après, il y a certainement aussi on va dire, alors, on peut parler de posture de pied. Est-ce que tu as plutôt une statique, plutôt vraiment appui calcanéen ou plutôt un appui bien réparti ou avec une hyperpression à un endroit? Est-ce que tu passes beaucoup de temps en statique ou est-ce que tu passes du temps en alternance dynamique ou autre? Voilà. Donc il y a d'autres paramètres qui jouent, mais un paramètre qui serait corrélé à ça, c'est la composante de compression verticale, tout simplement liée au poids. Donc plus tu as de poids à porter, plus les pressions seront fortes. Et en gros, l'épine calcanéenne, on pourrait comparer ça à un bec de perroquet au niveau des phénomènes d'arthrose lombaire. C'est une espèce d'ostéophyte, si on peut dire. Et ça suit les constitutions. C'est-à-dire qu'au départ, on a un ostéophyte qui se développe. Et avec le temps, il va vraiment se densifier pour avoir à long terme la structure d'une véritable trame osseuse. Donc voilà, première chose, dire avec des techniques, je pense aux ondes de choc ou à d'autres techniques, on va casser une épine. Si en gros tu casses une épine, ça veut dire que tu casses de l'os, donc en gros tu es capable de faire une fracture osseuse. Ce qui n'est pas du tout le but, et en fait c'est pas du tout ça l'idée. Alors qu'on puisse on va dire remodeler un peu une épine calcanéenne tout au début de sa formation, pourquoi pas, mais qu'on puisse aller casser une épine qui a déjà plusieurs mois ou plusieurs années de formation, pas du tout. D'ailleurs, je pense qu'on se garde bien de refaire passer une imagerie à ces patients une fois qu'on a fait les séances d'ondes de choc, parce que je pense qu'on aurait des surprises. Moi, j'ai toujours théorisé à partir de ma pratique le fait que, je pense notamment aussi aux épaules, où tu as une qualification qui est visible, que les gens n'ont pas forcément compris que la plupart des qualifications d'épaule, c'est un peu mou, quoi. C'est comme de la pâte à dentifrice. Et ils se disent, tant qu'on ne me l'a pas retiré, je n'irai pas mieux, donc je vais aller faire ma séquence d'ondes de choc qui va me casser ma qualification. Pareil pour l'épine calcanéenne. Mais derrière, ce que je me dis toujours, c'est qu'il y a peu de chances qu'elle soit partie, puisque si c'est de l'os. Et on va surtout se garder de repasser une imagerie parce que peut-être que ce qui nous intéresse justement, c'est les effets un peu contextuels de la technique. Et bon, après, on pourra parler du niveau de preuve justement des ondes de choc. Je connais pas bien cette littérature. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même des effets de contexte, quels que soient les effets propres, intéressants de ces ondes de choc. Et ça vient peut-être du fait qu'on nourrit cette idée que peuvent avoir certains patients que c'est vraiment le pic, l'épine qui génère leurs symptômes. Ouais, c'est tout à fait ça. Je crois qu'il faut déjà
bien leur expliquer que cette épine, c'est pas une espèce de punaise qu'ils ont sous le pied et que à chaque fois qu'ils vont marcher dessus, tu as cette punaise qui va s'enfoncer dans les tissus du pied. Voilà, faut vraiment leur expliquer. Et puis voilà, encore une fois, le parallèle avec la lombalgie, il y a beaucoup de personnes qui ont une épine calcanéenne et qui n'ont ou n'auront jamais de douleur plantaire de talon. Bien sûr. Et alors justement, tant qu'on est là-dessus, est-ce qu'il y a des... Donc tu as parlé justement de la... Je ne sais pas si on peut dire du surpoids ou peut-être de l'obésité comme un des facteurs de risque de développement de l'épine calcanéenne. Là maintenant, si on parle des différentes douleurs plantaires, est-ce qu'il y a des facteurs de risque à ces douleurs plantaires qu'on retrouve dans la littérature? Déjà, il faut faire on va dire une sous-classification. C'est-à-dire que dans les douleurs plantaires de talon, il y a en gros deux profils qui se dégagent. C'est soit le patient sportif, et là-dedans, c'est souvent le coureur à pied, donc, enfin, en tout cas tout ce qui tourne autour de la course à pied, le trail, le triathlon, et je mettrais même là-dedans les marcheurs randonneurs. Et après, tu as une autre population qui sont plutôt des gens sédentaires. Alors quand je dis sédentaires, c'est des gens qui ne pratiquent pas de sport, mais qui peut-être dans leur boulot passent beaucoup de temps debout. Je pense aux gens qui bossent à l'usine, ou des gens qui vont quand même marcher, mais plus un peu, tu sais, le piétinement, qui vont peut-être bosser dans un magasin, les serveurs par exemple, ou des gens qui vont passer beaucoup de temps debout. Je pense à des gendarmes, des militaires, des gens qui vont passer du temps debout statique. Donc en gros, patient sédentaire, patient sportif. Chez le sportif, on va dire c'est assez simple. Le principal facteur de risque de développer une douleur plantaire de talon, c'est la surcharge d'entraînement. Ça, c'est vraiment le côté classique. Et dans la surcharge, il y a un facteur, c'est la vitesse. En gros, la fasciopathie, la douleur plantaire de talon, c'est une pathologie de vitesse. Donc c'est typiquement le coureur à pied qui s'entraîne et qui va décider à un moment donné de mettre de l'intensité, de la vitesse dans ses séances, qui va décider de faire du fractionné, ou qui va décider de courir plus vite au niveau de son temps au kilomètre par exemple. Ça c'est vraiment typique. Voilà, chez le sportif, c'est, on va dire entre guillemets, assez simple. Les facteurs de risque, c'est la surcharge d'entraînement, notamment la vitesse, et à un moment donné le déséquilibre entre la capacité de la structure à absorber la charge et les contraintes qu'on lui impose. Et on sait que notamment le fascia, puis on va dire toute cette chaîne postérieure, fascia plantaire, tendon d'Achille, triceps sural, c'est une structure qui est plutôt sensible à la vitesse. Et ensuite, on peut encore parler un peu du pied, c'est un facteur de risque qu'on peut retrouver dans les deux catégories. C'est un pied pronateur, mais vraiment, alors quand je dis pronateur, c'est un pied excessivement pronateur, et surtout avec une pronation mal contrôlée, et encore plus spécifiquement, le moment de force de la pronation. Donc en gros, c'est pas une pronation qui est contrôlée, qui est freinée, si je puis dire. C'est vraiment on va dire le moment de force de la pronation qui augmente. Mais par contre, on est vraiment dans des pieds, si je puis dire, hyper pronateurs. Je rappelle juste pour nos auditeurs que la pronation, c'est un mécanisme physiologique, et que c'est un mouvement qui contribue à l'amortissement, entre guillemets, au niveau du pied, et à l'absorption de charge. Et donc il nous faut de la pronation pour absorber et donc restituer les charges liées à l'impact, à la marche et encore plus à la course à pied. Donc voilà, je pense que là aussi cette pronation, on l'a un peu trop ciblé pendant longtemps en disant ouais, mais il a un profil un peu pronateur, etc. Non, là on est vraiment dans l'hyperpronation, et il ne faut pas oublier que la pronation c'est quelque chose de physiologique. Tu évoquais, excuse-moi je te coupe, tu évoquais en gros un patient un patient sportif qui augmente son intensité. Est-ce qu'on note aussi, comme parfois on peut l'entendre pour la tendinopathie, un matériel inadapté, un changement matériel, un changement de conditions climatiques, ce genre de choses qui sont parfois attachées à tout ça? C'est des choses qu'on doit avoir à l'esprit, mais j'ai presque envie de dire ne pas en parler, parce que encore une fois le patient il préfère mettre la faute sur une nouvelle paire de chaussures, sur un changement de semelle, sur un changement extrinsèque, alors que bien souvent on va dire c'est lui le fautif, c'est lui qui a augmenté peut-être trop sa charge,
c'est peut-être lui qui s'est mis à courir. Alors encore une fois, je dis pas qu'il faut pas faire de vitesse, mais voilà, la règle de la progressivité s'applique comme partout. Et donc si t'as pas l'habitude de faire du fractionné, de courir vite, il faut pas en mettre de trop. Il faut y aller progressivement. Et je crois que le patient, il a parfois tendance plus facilement à mettre la faute sur son matériel, ses nouvelles chaussures ou autres, que sur son propre entraînement. Voilà. Mais bien sûr, encore une fois, on peut en parler. Je crois que, mais c'est certainement une des dernières choses que l'on va aller évoquer avec le patient. Typiquement, quand tu as un coureur à pied, c'est la première chose qui te montre, c'est ses chaussures. Comment je suis, est-ce que je suis pronateur, est-ce que je suis supinateur, est-ce qu'elles sont adaptées, regardez, pourtant elles ont un bon amorti, elles ont ci, elles ont ça. Et en fait, tu prends les chaussures, tu les poses de côté, tu fais tous tes autres tests, tu fais tout un tas d'autres choses avant, et en fin de séance, tu te dis, vous n'avez même pas regardé mes chaussures. Si, on peut y jeter un coup d'œil pendant 30 secondes, mais en gros, oui, l'avoir à l'esprit, évidemment. Si le patient a fait un changement, lui demander de quel type de chaussures, vers quel type il est allé, mais l'avoir à l'esprit, oui. En parler en première intention, certainement pas. Peut-être pas accorder une trop grande place à ça et peut-être laisser ça pour la partie, on va dire, technopathie. Mais il y a certainement d'autres choses à faire avant, notamment la première chose, gérer la charge et voir s'il n'y a pas eu des erreurs tout simplement de surcharge dans l'entraînement ou l'introduction d'entraînement avec de la vitesse d'une manière peut-être trop brutale ou pas assez progressive. Oui, je pense que ça, on en discutera dans la partie traitement, parce que derrière aussi, là on parle de la genèse, mais je pense qu'il y a une partie des gens aussi qui vont rechercher des solutions un petit peu faciles. C'est plus facile de mettre des orthèses pour se soigner plutôt que se dire il faut que je revoie mon entraînement et ma charge. Voilà, moi j'ai l'impression de retrouver avec mes patients. Tu as parlé d'un deuxième type de profil, plutôt le profil, je dirais pas sédentaire, mais en tout cas non sportif. Est-ce que tu peux nous redonner quelques facteurs de risque relatifs à ce type de profil de patient ? Ouais. Alors pour eux, on est clairement dans le premier facteur de risque, c'est l'indice de masse corporelle. Que forcément, si c'est des gens sédentaires qui pratiquent très peu de sport, ils sont plus à risque d'être en surpoids. Donc il y a l'indice de masse corporelle et le périmètre abdominal. Il y a l'âge. En gros, chez ces patients-là, on sait que plus ils vont être âgés, plus ils vont être à risque de développer ce type de douleur. Peut-être une petite pièce, malheureusement, pour les femmes qui seraient peut-être plus sujettes à développer ce type de douleur. Donc, est-ce qu'il y aurait une corrélation entre femmes et âge, ou en tout cas un lien plutôt entre âge et femme avec peut-être des facteurs hormonaux, notamment au niveau de la ménopause. Il y a des gens qui se sont posés des questions, mais en tout cas on s'est posé la question, mais on n'a pas beaucoup de réponses là-dessus pour le moment. Chez ces personnes-là, on pense également au pied pronateur, mais encore une fois, vraiment c'est l'hyperpronation, ou en tout cas une pronation mal contrôlée qui pose problème. Et, une deuxième chose, c'est la raideur du triceps sural et un manque de force, notamment des muscles intrinsèques du pied. Donc souvent ça va avec manque de force des intrinsèques du pied, et donc derrière, alors pas que la pronation, mais une mise en charge du pied peut-être mal maîtrisée, mal contrôlée en tout cas. Ok, ça me fait un peu penser aux deux groupes aussi qu'on voit dans les fractures de fatigue au niveau des méta. On a un peu ces deux profils-là, le profil de l'overuse du sportif et le profil justement plutôt de la femme, plutôt autour de 50, 60 ans, sédentaire, en surpoids. Il y a un peu de ça, effectivement. Autant au niveau de la fracture de stress des méta, notamment au niveau du pied, on sait que les changements hormonaux autour de cet âge-là peuvent jouer, mais là au niveau du fascia plantaire, on va dire tous les changements liés à la ménopause, il y a des auteurs qui se sont posés des questions, en tout cas ils l'ont mis en avant, ils ont dit ça peut-être être ça. Mais il n'y a pas de réponse encore une fois claire et précise. Ça va certainement prendre un peu de temps, mais voilà, aujourd'hui notamment, alors un peu plus dans le sport, mais on s'intéresse beaucoup plus depuis maintenant quelques années sur tous les facteurs spécifiques à la femme, le lien entre les différents cycles menstruels, entre la ménopause, entre les différents états de la femme, pré, pendant, après la grossesse, etc., sur les risques de blessures notamment, et sur la performance surtout, parce qu'à la base c'était notamment des études qui ont été faites sur des athlètes de haut niveau. Ok, alors là on a parlé de facteurs de risque, on a évoqué en introduction
les épines calcanéennes. Et là, tu viens d'utiliser plusieurs fois le terme de fascia, de fasciopathie, de fascite. Est-ce que tu peux aussi nous repréciser un peu la physiopathologie actuelle de ce qu'on sait sur ces douleurs de conjonctif du pied? Je ne sais pas si on peut appeler ça conjonctif. Fascia. J'aime pas trop le terme fascia parce qu'il est un peu, il a une connotation dans la tête des gens en fonction des concepts. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette physiopathologie au-delà de l'épine calcanéenne, sur ce fascia plantaire? Ouais, alors en fait, la fasciopathie, alors on pourrait l'appeler aponévropathie si tu préfères, mais on dit souvent fasciopathie parce que la terminologie anglaise c'est fasciopathie, donc forcément on le traduit comme ça pour nous, mais c'est vrai que nous, côté francophone, le terme fascia a des fois une mauvaise connotation, donc qu'on dise en gros fasciopathie ou aponévropathie, c'est un peu la même chose. Donc en fait, la fasciopathie, c'est une des causes de douleurs plantaires de talon. Et cette fasciopathie, c'est en gros une dysfonction du fascia ou de l'aponévrose plantaire qui, peu importe les groupes, que ce soit le groupe sédentaire ou le groupe sportif, en gros, à un moment donné, c'est un déséquilibre entre la capacité de la structure à absorber les contraintes qu'on lui impose et ce qu'on lui impose. Donc soit, à un moment donné, c'est du tissu conjonctif. Donc on sait que le tissu conjonctif, si on ne le sollicite pas ou si on le sollicite en excès, toujours dans la même direction, il n'aime pas. Donc en gros, à un moment donné, voilà, la personne qui est en surpoids et qui reste debout toute la journée, elle va avoir une contrainte plutôt statique sur son fascia plantaire. Et à un moment donné, cette contrainte va dépasser les capacités de la structure à l'absorber et ça va faire mal. Le sportif, ça va être des contraintes plutôt dynamiques. Il va faire une répétition, notamment dans la course à pied, des cycles stockage, restitution d'énergie au niveau du pied. Et c'est cette répétition qui peut, à un moment donné, mettre le patient en surcharge. Donc en gros, voilà, la fasciopathie se développe quand, à un moment donné, tout simplement, ce fascia, on lui en demande trop. Il est trop sollicité, trop de contraintes dessus. Les contraintes, elles peuvent être de différents types, notamment statiques, dynamiques, mais voilà, différents types de contraintes. Et à un moment donné, c'est du tissu conjonctif. Je pourrais dire qu'on se rapproche un peu de la en tout cas du mécanisme déclencheur d'une tendinopathie. Voilà, à un moment donné, c'est un déséquilibre de la structure qui n'accepte plus ce qu'on lui impose. Après, dans la physiopathologie, je ne ferai pas de parallèle entre cette aponévrose et le tendon. Même si c'est du conjonctif, on ne retrouve pas, par exemple, ces 3 stades de tendinopathie. Voilà. Ce qu'on retrouve au niveau du fascia, notamment dans la chronicité, c'est qu'il a tendance à s'épaissir. Donc oui, on pourrait faire un peu un parallèle avec le dernier stade de la tendinopathie, mais en tout cas, il n'y a pas de stade d'évolution de la physiopathologie dans cette fasciopathie ou aponévropathie. Donc si j'ai bien compris, tu me corriges et complètes, donc cette douleur plantaire de talon, si on doit mettre un peu un mot biomédical dessus, on peut considérer qu'éventuellement l'épine calcanéenne peut être un reflet un peu de la douleur et que c'est principalement de la fasciopathie, qui est responsable des symptômes, hors exclusion bien sûr, que j'aimerais bien qu'on évoque juste après. Ouais, alors oui et non, la fasciopathie c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, certes, mais je crois que voilà, si jusqu'à ce stade-là, les auditeurs devraient retenir une chose, moi je dirais que toutes les douleurs plantaires de talon ne sont pas des fasciopathies. Je crois qu'il y a... Et ça peut aussi expliquer que ces pathologies-là parfois traînent, parfois se chronicisent. Parce qu'en fait, on le traite comme si c'était une fasciopathie. On fait tout ce qui va bien pour une fasciopathie et c'en est pas une. Voilà. Il y a quand même pas mal de structures et... je pense notamment au nerf tibial, on peut avoir une mécanosensibilité ou une neuropathie même du nerf tibial. On a des syndromes myofasciaux douloureux, notamment avec la présence de points trigger dans le gastrocnémien, dans le solaire, qui ont des douleurs référées, qui se projettent vraiment au niveau plantaire ou autour du calcanéum. Il y a le fat pad calcanéen, il y a l'articulation soutalienne, voilà, qui donne un peu cette douleur type fer à cheval sous le pied. Donc je crois qu'avant de démarrer une rééducation ou une prise en charge, faut faire un bon raisonnement clinique. Voilà, on le disait un peu en introduction tout à l'heure, et je crois que déjà, si on fait déjà un raisonnement clinique entre ces structures-là, je pense qu'on est déjà pas mal. Voilà.
Alors, on en a oublié certainement, mais voilà, si on tourne déjà autour de ça, on est déjà pas mal. Toi, de ton côté, quelles sont les grosses pathos d'exclusion que tu retrouves ou les red flags auxquels tu fais attention justement pour ces patients? Alors les pathologies d'exclusion, c'est tout ce qui est traumatique. Hein, on prend typiquement voilà, quelqu'un qui fait une chute d'une marche, d'une échelle et qui vient taper sur le talon et qui a mal après au talon. Voilà, on pense notamment à la fracture de stress, alors fracture traumatique ou fracture de stress du calcanéum. Ça c'est une pathologie d'exclusion. On a les ruptures du fascia plantaire. Alors ça nous aide un peu parce que la rupture elle est souvent traumatique. C'est-à-dire que voilà, typiquement c'est le sportif. Alors pas forcément, ça peut être le coureur à pied sur le long terme, mais on le retrouve dans des sports comme le foot, le hand, où une accélération brutale va vraiment avec le mécanisme treuil, va vraiment, on va dire, tracter, mettre de grosses contraintes sur le fascia, l'aponévrose plantaire, et puis si elle n'est pas déjà en bonne santé à la base ou si elle n'est pas au top, ça peut lui mettre le coup de grâce. Donc souvent là, vraiment c'est cette sensation de voilà, j'ai eu le coup de couteau sous le pied, c'est pas le truc qui vient progressivement. Donc il y a la rupture du fascia. Bien sûr que c'est pour nous aussi, hein, il y a de la rééducation à faire, mais ce ne sera pas la même rééducation que l'aponévropathie. Et puis la dernière, que je mettrais, c'est la maladie de Lederos. C'est un peu le Dupuytren du pied. Et souvent il y a des petits nodules. Alors il faut faire quand même un peu attention parce qu'il y a certains nodules, pas tous, mais certains types de nodules sont à risque de développement cancérigène. Donc voilà, ces nodules-là, ils sont plutôt décrits dans la partie antérieure du fascia plantaire, donc plutôt proche, on va dire, en projection des métas ou proche des orteils. Donc si on ressent notamment la palpation, un petit nodule dans cette région-là, ça peut être on va dire un red flag, au moins pour le moment, aller reconsulter le médecin, investiguer ça et ensuite revoir si c'est encore et toujours pour nous ou pas. Mais voilà, globalement, fracture traumatique, fracture du stress du calcanéum, la rupture de l'aponévrose, maladie de Lederos et bien sûr toutes les tumeurs osseuses qu'on peut avoir également au niveau du pied. Alors un peu plus souvent calcanéum, mais ça reste quand même le taux de tumeurs au niveau osseuse, je crois que calcanéum c'est relativement faible. Et pareil, les fractures de stress du calca, c'est pas entre guillemets le site le plus fréquent étant les métas. Ouais, et j'imagine aussi que de toute façon, tout ce qui est thromboembolique, ça va déclencher plutôt dans le mollet, ça descend rarement, je pense. Et peut-être tout ce qui est canal tarsien, tout ça, tu l'as pas évoqué, on peut aussi avoir des petits doutes sur ce type de symptômes ou pas? Ouais, on peut parce que si ça fait par exemple une coupe au niveau de la cheville par exemple, on voit que notamment en rétromalléolaire médial, il y a pas mal de choses qui passent. Donc, alors, tu évoquais le syndrome du canal tarsien. Là-dedans, j'ai mis le nerf tibial. Et on peut encore y rajouter le tendon du tibial postérieur, le tendon du fléchisseur propre de l'hallux et même le tendon des fléchisseurs des orteils. Ouais, il y a pas mal de structures qui passent dans cette gouttière rétromalléolaire médiale. Et effectivement, toutes ces structures-là, moi je les mets dans le raisonnement clinique et dans le diagnostic différentiel. Mais effectivement, elles sont là. Alors on pourrait encore même rajouter on va dire la partie postérieure du calcanéum avec sa petite bourse et le tendon d'Achille, etc. Donc il y a autour de tout ça, et il y avait Ebony Rio qui avait fait un bel article là-dessus. Elle avait fait une coupe, qu'elle avait pris une coupe au scanner, puis elle avait entouré un petit peu toutes les structures autour du calcanéum. Et en fait, on voit qu'autour du calca, il y a quand même beaucoup de choses, que ce soit en médial ou en latéral. Donc il y a pas mal de choses à évaluer et à examiner dans la prise en charge initiale. Oui, d'ailleurs, on ne l'a pas encore évoqué, mais est-ce que tu peux te retrouver aussi... moi, j'ai l'habitude de dire que un enfant ou un garçon et une fillette, on va dire, moins de 12-13 ans, qui se plaint de douleurs de talons, c'est pas une tendinopathie, c'est pas une aponévrotite. Il faut aller regarder tout ce qui est cartilage de croissance. On n'en a pas encore parlé. Est-ce qu'on peut avoir aussi des maladies de Sever, par exemple, qui peuvent se traduire par des douleurs vraiment plantaires? Oui, bien sûr. La maladie de Sever, qui est un peu le pendant de l'os gauche latère au niveau du genou, cette maladie-là donne typiquement des douleurs
on va dire tout autour du calcanéum, plutôt partie postérieure, et on arrive en plantaire, mais plutôt toujours postérieur. Mais oui, bien sûr, si on est face à un adolescent dans les âges que tu viens de citer, on peut aussi, bien sûr, évoquer cette maladie-là. Ok. Donc, globalement, quand même, on va dire les plus grosses exclusions, elles sont traumatiques, si je te comprends bien, et donc, a priori, relativement détectables. Ouais, normalement en amont détectable, ou si ça passe entre les mailles du filet, on va dire rapidement dans l'anamnèse, s'il y a une notion traumatique, creuser un petit peu cette notion-là, et puis référer vers un médecin si besoin. Ok, super, merci beaucoup. Oui, pour finir, on ne l'a pas évoqué, mais en fait, ouais, la prévalence de ces douleurs plantaires, on a une petite idée de combien de patients sont touchés? Alors, dans la population des sédentaires, aucune donnée de prévalence. En gros, aujourd'hui en France, on ne s'est pas intéressé à la prévalence de ces douleurs plantaires de talons dans cette population plutôt sédentaire. Aux États-Unis, par contre, c'est un gros problème parce qu'ils ont forcément une prévalence de personnes, notamment obèses ou avec des indices de masse corporelle plus élevés. Donc il y a un gros taux de sédentaires. Donc chez eux, c'est un peu dans le top 3 des troubles musculo-squelettiques les plus fréquents. Nous, on pourrait dire la lombalgie, cervicalgie et puis les douleurs d'épaule. Et aux États-Unis, ils mettent ces douleurs plantaires de talons, elles sont dans leur top 3. Chez le sportif, et notamment chez le coureur à pied, il y a une prévalence d'à peu près 5 à 20%. Encore une fois, à affiner, est-ce qu'on est plutôt un coureur débutant, est-ce qu'on est plutôt un coureur récréatif ou un coureur confirmé. En gros, les sportifs plutôt confirmés vont plutôt se blesser au niveau des tissus mous, donc plutôt une plus forte prévalence chez eux. Les débutants, eux, ils ont plutôt des blessures de type osseuse. Mais voilà, encore une fois, la fasciopathie plantaire, elle se retrouve dans le top 5 des blessures du coureur, en gros, quel que soit le profil du coureur. Elle est à des places différentes, mais elle est en gros toujours dans le top 5. Chez le randonneur aussi, on la retrouve assez fréquemment. Bon, après, voilà, et bien sûr le trailer également. Mais ce serait plutôt une pathologie, comme je disais tout à l'heure, de vitesse. Donc c'est des gens qui vont peut-être s'aligner sur des courses plus courtes, des 10, 12, 15 bornes, ceux qui vont vouloir vraiment, ou qui veulent changer, qui veulent passer du marathon semi et qui veulent s'aligner sur des courses plus courtes. En ce moment, c'est la mode de battre ton record du 10 bornes. Donc il y a des gens qui disent ok, moi je veux juste améliorer mon record parce que j'ai vu que mon pote il l'a fait en 30, en 35, en 40 minutes. Donc moi je veux le battre aussi. Donc hop, rapidement on va se préparer sur le 10 en mettant beaucoup de vitesse. Et là c'est typiquement le risque de blessure, blessure typique. Ouais. Ok, super. On va peut-être passer à la partie justement prise en charge. Tu l'as évoqué notamment en parlant des facteurs de risque chez les sportifs. Si on parle de l'examen clinique. Et voilà, c'est terminé pour ce premier épisode. Dans 15 jours, vous pourrez entendre la suite avec plein d'infos sur l'évaluation et la prise en charge. D'ici là, restez connectés et à très vite.